Bonjour et bienvenue sur Geekosophie Magazine, le podcast pour les fans de la pop culture et les apprentis philosophes. À chaque épisode, un texte philosophique, un héros de la pop culture. Nous verrons de quelle façon ces héros illustrent les grandes thèses de la philosophie classique et nous les expliquerons ensemble. Aujourd'hui, nous allons parler de Hegel qui a vécu au XIXe siècle. Pour nous accompagner dans l'explication de son œuvre, nous allons faire appel à Eren Yeager, le héros du manga L'Attaque des Titans. L'Attaque des Titans est une histoire trop riche et trop complexe pour être résumée en 5 minutes, je vais donc me contenter de l'angle qui correspond à ce que nous allons étudier dans cet épisode. Celui-ci s'adresse à des personnes qui sont à jour dans l'anime, car la notion dont nous allons parler s'étend du tout début jusqu'à la dernière action d'Eren. Si vous ne souhaitez pas connaître les événements de la saison 4 de l'anime ou du tome 30 du manga, je vous conseille donc de vous arrêter là. L'histoire tragique de l'attaque des titans commence lorsque le jeune Eren Yeager voit un titan colossal détruire le mur qui protège l'humanité de ces monstres, et l'un d'eux dévorer sa mère sous ses yeux. Suite à cet événement, il développera une rage et une haine contre les titans, qu'il souhaite exterminer jusqu'au dernier. Des années plus tard, Eren est devenu un jeune soldat du bataillon d'exploration, qui va au-delà des murs pour combattre les titans et récupérer leur territoire. Le titan colossal fait de nouveau son apparition, et Eren découvre qu'il a lui-même le pouvoir de se changer en titan. Cette révélation ouvre la porte à bien d'autres secrets. Le titan colossal et 2 autres de ses amis sont en fait des humains envoyés depuis un autre pays dans le but de détruire ceux qui se trouvent à l'intérieur des murs. En effet, les ancêtres des habitants des murs, les Eldiens, ont pendant des siècles opprimé le peuple des Mars avant que ces derniers ne se révoltent et qu'un groupe d'Eldiens aille se réfugier entre ces murs géants sur l'île de Paradis. Suite à ces découvertes, Eren se rend dans l'Empire Mars pour leur déclarer la guerre et provoque un attentat qui tue des centaines d'innocents. Une jeune fille, Gabi, voit ses amis mourir écrasés sous les décombres et poursuit Eren et ses troupes qui retournent sur leur île, tuant au passage une des membres de leur groupe en représailles. De retour sur leur île, Eren et ses amis se font attaquer par l'armée Mars, mais Eren parvient à déclencher le grand terrassement, c'est-à-dire qu'il libère les centaines de titans colossaux dissimulés à l'intérieur des murs pour qu'ils aillent écraser tout le reste de l'humanité, afin que les habitants de l'île puissent enfin vivre en paix. La notion qui va nous intéresser est la vengeance. On a en général 2 impressions contradictoires sur la vengeance. La vengeance à première vue a l'air d'être quelque chose de juste. On m'a fait du mal, je rends le même mal. L'exigence d'égalité de traitement qu'on attribue communément à la justice est respectée. Pourtant, dans le même temps, la vengeance a une connotation négative. Ce sont les méchants qui se vengent. On apprend aux enfants que ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Alors pourquoi quelque chose de juste serait-il en même temps un mal ? L'attaque des titans illustre les dérives possibles de la vengeance. À force que les Mars et les Eldiens se vengent les uns les autres du mal commis par leurs ancêtres, on en arrive à la destruction quasi totale de l'humanité. Mais ce résultat dramatique n'est-il qu'une dérive possible ou est-ce un caractère essentiel de la vengeance ? Autrement dit, est-ce possible de se venger de façon juste et tel qu'il n'y ait pas d'autres victimes innocentes qui se vengeront à leur tour ? Ou la vengeance conduit-elle toujours et nécessairement à des conséquences démesurées ? Le texte de Hegel que nous allons lire est extrait des Principes de la philosophie du droit. Hegel va affirmer que la vengeance ne peut pas être juste. Il s'agit bien d'une impossibilité due à la constitution même de la vengeance. Il prend donc à rebours l'idée selon laquelle la vengeance serait une certaine forme de justice ou une forme primitive de justice pour affirmer le contraire. Les textes de Hegel sont souvent difficiles, c'est pourquoi j'ai choisi un extrait assez court qui n'en reste pas moins très dense. Le châtiment prend toujours la forme de la vengeance dans un état de société où n'existe encore ni juge ni loi. La vengeance reste insuffisante car elle est l'action d'une volonté subjective et, de ce fait, n'est pas conforme à son contenu. Les personnes qui composent un tribunal sont certes encore des personnes, mais leur volonté est la volonté universelle de la loi, et elles ne veulent rien introduire dans la peine qui ne soit pas dans la nature de la chose. Pour celui qui a été victime d'un crime ou d'un délit, par contre,
La violation du droit n'apparaît pas dans ses limites quantitatives et qualitatives, mais elle apparaît comme une violation du droit en général. C'est pourquoi celui qui a été ainsi lésé peut être sans mesure quand il use de représailles, ce qui peut conduire à une nouvelle violation du droit. La vengeance est perpétuelle et sans fin chez les peuples non civilisés. Il y a ici deux arguments contre la vengeance. Tout d'abord, la vengeance est le fait d'un individu isolé, elle est donc subjective, contrairement à la justice instaurée par l'État qui est objective, et disproportionnée. Ensuite, la vengeance, même si elle a pour but, dans l'esprit de celui qui se venge, une réparation, n'est jamais perçue comme une réparation, ce qui explique son caractère sans fin. Nous allons revenir en détail sur ces deux arguments. Pour expliquer pourquoi la vengeance est nécessairement disproportionnée, il faut comprendre les conditions pour qu'un jugement soit juste et pourquoi la justice suppose qu'il y ait des juges et des lois, comme le dit Hegel. Dans les sociétés primitives, il n'y a donc jamais à proprement parler justice, seulement vengeance. La justice doit instaurer une certaine égalité. Si quelqu'un a subi un préjudice, il lui faut réparation pour compenser ce préjudice et rétablir l'égalité. Pour cela, il faut donc en quelque sorte quantifier le tort subi pour déterminer la valeur de la réparation. Hegel soutient que pour pouvoir le faire de façon objective, condition pour que la réparation soit juste, puisque l'objectivité comprend aussi l'impartialité, il faut que ce soit dans le cadre d'un tribunal. Celui qui subit le sort initial est émotionnellement impliqué. Son jugement sera subjectif. Le risque est alors qu'il imagine le tort bien plus grave qu'il ne l'est en réalité. Cela est facile à admettre quand on pense à certaines expériences courantes. Imaginez que votre compagne vous quitte pour un autre. Dans ce genre de situation, quand elle nous arrive, nous avons tendance à juger que le mal commis est horrible, que celui qui nous a quittés est mauvais, nous pouvons avoir envie de nous venger en le faisant souffrir. Mais des couples qui se séparent, il y en a tous les jours. C'est une situation finalement plutôt banale, et nous reconnaissons généralement qu'il ne s'agit pas d'un crime, qu'il n'y a donc pas lieu d'y avoir punition. Pour celui qui est impliqué émotionnellement dans la situation, c'est un crime. Pour un individu extérieur et impartial, ce n'en est pas un. Or, en général, quand nous disons à quelqu'un qu'il est trop subjectif, ou inversement qu'il n'est pas assez objectif, nous lui faisons un reproche. Il faudrait juger les choses de façon objective pour que ce soit juste. C'est pourquoi, dans le cadre de la loi, nous faisons appel à des juges impartiaux, c'est-à-dire qui ne prennent pas parti. Un juge n'a pas le droit d'être ami avec l'accusé ou la victime. Il doit être neutre pour que ses sentiments personnels n'entrent pas en jeu et qu'il applique la loi objectivement. Bien sûr, on pourrait remarquer qu'il est impossible d'être totalement objectif. Même sans connaître la victime, nous pouvons être touchés émotionnellement par son histoire et nous laisser influencer par nos sentiments. Hegel anticipe cette objection lorsqu'il écrit, je cite, « Les personnes qui composent un tribunal sont certes encore des personnes. » L'être humain est faillible, mais c'est pour cela qu'il faut au maximum prévenir cette faillibilité en prenant des individus qui sont les plus détachés possibles de l'affaire qu'ils ont à juger. La justice humaine n'est pas parfaite, mais ce que veut montrer Hegel, c'est qu'une justice personnelle, en quelque sorte, serait totalement impossible. Mieux vaut une justice imparfaite, celle du tribunal, que pas de justice du tout. Or, la vengeance, ce n'est pas la justice du tout. Ce n'est même pas une justice imparfaite, mais une absence totale de justice, car la victime ne saurait être objective sur ce qui lui est arrivé. Elle jugera nécessairement le crime comme plus grave qu'il ne l'est. Par conséquent, en cherchant une réparation qui doit être égale au crime commis, la victime qui se venge va imaginer une punition proportionnée à ce qu'elle croit être le tort subi. Concrètement, si la victime a l'impression que le crime est très grave, elle va vouloir une punition très sévère. Pensez à Médée, le personnage mythologique, qui tue ses propres enfants pour punir Jason de l'avoir abandonné et de s'être marié avec une autre. N'importe qui serait capable de voir que cette vengeance est injuste, premièrement pour les enfants qui n'ont rien demandé, deuxièmement pour Jason, car changer de femme est nettement moins grave qu'un meurtre. Mais du point de vue de Médée, qui souffre de la situation, être abandonné est la pire souffrance qui soit. Jason mérite donc de souffrir autant qu'elle, et ce qui est le plus douloureux, c'est de perdre ses enfants. Cette punition, clairement disproportionnée pour un observateur extérieur, est méritée du point de vue de Médée. Mais comme elle ne l'est pas vraiment, comme Médée se trompe, sa vengeance est en réalité injuste, et la réparation n'en est pas vraiment une.
Comme la vengeance est toujours disproportionnée, pour les raisons que nous avons expliquées précédemment, elle ne sera pas perçue comme une juste punition de la part de celui qui subit la vengeance, mais comme une nouvelle offense. On en arrive donc au deuxième argument de Hegel contre la vengeance. Je reprends ma référence mythologique. Quand Médée tue les enfants de Jason, on pourrait comprendre que Jason ait à son tour le désir de se venger. Il a bien subi un tort qui n'est pas justifié. Du point de vue de Médée, c'est une réparation du tort subi, mais du point de vue de Jason, c'est une offense qui devrait être punie. On veut donc punir celui qui s'est vengé de la même façon que la victime a voulu punir le coupable en se vengeant la première fois. Ce qui explique que la vengeance soit un cycle sans fin. Pour éviter d'entrer dans ce cycle de la vengeance, il faut en passer par la justice légale, c'est-à-dire celle du tribunal. Le procès et le jugement ont pour rôle non seulement de dédommager la victime, mais ce faisant, ils mettent également fin au conflit. Comme un juge extérieur décide de la sentence, la victime n'a plus à en vouloir au coupable, le coupable n'a pas à se venger de la victime en retour, puisque ce n'est pas elle qui l'a puni, mais l'institution, qui n'est donc personne en particulier. Le caractère impersonnel du juge et des jurés, qui sont là non pas en tant que personne, mais en tant que représentants impersonnels de la loi en général, est donc indispensable. C'est pourquoi Hegel précise, après avoir reconnu que les jurés sont des personnes et peuvent être soumis à la subjectivité, que leur volonté est la volonté universelle de la loi. Ils ne sont pas là pour donner leur avis sur le crime, mais pour faire appliquer la loi, qui est neutre. Le caractère infini de la vengeance est largement représenté dans l'Attaque des Titans, en particulier le deuxième argument de Hegel. Chaque nouvelle vengeance est ressentie par la cible comme une attaque, jamais comme une réparation. Cela vient du fait que certains des protagonistes de ce cycle n'ont pas conscience du crime commis. Mais nous avons aussi vu avec le mythe de Médée que la vengeance impliquait souvent des innocents. Si nous reconstituons le cycle de la vengeance dans l'ordre chronologique de l'histoire, et non dans l'ordre du récit, nous obtenons ceci. Première partie. Les Eldiens, forts du pouvoir des Titans, oppriment le peuple Mar pendant plusieurs siècles. Deuxième partie. Les Mars se révoltent et, en représailles, soumettent les Eldiens qui restent sur leur territoire. Ils envoient le titan colossal et 2 alliés détruire les murs où se cachent les Eldiens restants, provoquant la mort de centaines d'habitants, dont la mère d'Eren. Troisième partie. Eren attaque Mar par un attentat tuant à son tour des centaines d'innocents, dont les amis de Gabi. Quatrième partie. Gabi tue Sacha, une amie d'Eren, et l'armée Mar attaque l'île de Paradis. Cinquième partie. Eren déclenche le grand terrassement pour exterminer toute l'humanité, excepté les habitants de son île. Chaque contre-attaque peut être qualifiée de disproportionnée, même si celle qui l'est le plus est évidemment la dernière. Exterminer toute l'humanité pour quelques centaines de morts sur une île. Pour les autres, même si le châtiment semble égal au crime commis, puisque chaque fois une attaque meurtrière vient venger l'attaque précédente, elle reste injuste, mais au sens où ce sont des innocents qui paient pour des crimes dont ils n'ont pas la moindre idée. Il se passe des siècles entre chacune des 3 premières représailles. Le rythme s'accélère quand Eren perd sa mère, mais le problème reste le même. Ceux qui subissent la vengeance n'ont rien à voir avec les crimes de départ. Une scène est particulièrement marquante à ce sujet entre Gabi, la jeune fille qui a perdu ses amis dans l'attentat d'Eren, et une habitante de l'île de Paradis, Kaya, qui a vu sa mère se faire dévorer vivante par un titan. Gabi a été élevée dans l'idée que les habitants de l'île sont des démons qui ont opprimé les Mars pendant des siècles. C'est ce qu'elle répond à Kaya quand celle-ci lui demande ce que sa mère avait fait pour mériter d'être ainsi dévorée vivante. Mais la mère de Kaya était née à l'intérieur des murs, elle n'a jamais fait de mal à personne. Gabi rappelle ensuite que ses amis sont morts lors de l'attentat d'Eren, mais la mère de Kaya était déjà morte à ce moment. Comme beaucoup d'autres habitants des murs, rien ne justifiait le destin horrible qu'elle a subi. Et comme des innocents subissent ce cycle de la vengeance millénaire, ceux qui perdent leurs proches alors qu'ils n'ont jamais fait de mal à personne n'y voient qu'une attaque d'ennemis qu'il faut punir pour leurs crimes. Quand Eren est enfant et voit sa mère se faire dévorer, ça ne fait aucun doute pour lui. Les titans sont des monstres à exterminer, ils sont le mal. Cette attaque et la mort de sa mère lui paraissent le comble de l'injustice, alors que du côté des Mars, c'est un juste retour des choses contre ceux qui les ont opprimés dans le passé. On retrouve les 2 problèmes soulevés par Hegel. D'une part, la vengeance est injuste, disproportionnée, ici parce qu'elle touche des innocents. D'autre part, la vengeance n'est pas perçue comme une réparation, mais comme une nouvelle offense, ce pourquoi elle va engendrer une nouvelle vengeance. Ce qu'on a dit au sujet d'Eren qui assiste à la mort de sa mère s'applique aussi à Gabi.
L'attaque d'Eren qui tue ses amis ne fait que confirmer la propagande qu'elle a reçue toute sa vie. Les habitants de l'île sont le mal, il faut les punir pour leurs crimes passés et présents. La seule différence, c'est que nous découvrons Gabi au milieu de l'histoire et nous savons pourquoi elle se retrouve dans ce conflit. Mais Gabi n'est qu'une deuxième Eren. L'histoire aurait pu commencer avec elle car les deux enfants vivent exactement la même chose à quelques années d'écart. Une vengeance qu'ils ne comprennent pas, ou plutôt qu'ils ne peuvent même pas comprendre car elle est toujours disproportionnée. Il est donc impossible de se venger de façon juste. La victime est toujours beaucoup trop engagée émotionnellement. Quand Eren décide d'enclencher le grand terrassement, il le dit lui-même. C'est son île, celle où il est né et où il a grandi, celle de son peuple, qui prime sur tout le reste de l'humanité. Peu lui importe les innocents qui mourront, il veut que sa famille, au sens étendu, ses amis et son peuple, survivent et puissent vivre en paix, quitte à ce que tout le reste du monde disparaisse. Il serait inutile de lui montrer en quoi ce jugement n'a rien d'objectif, mais je vais le faire quand même. L'objectivité désigne l'impartialité. Un jugement est objectif quand il est conforme à l'objet. Ici, Eren est partial et subjectif, il favorise clairement son peuple, sans tenir compte à aucun moment des sentiments des autres. Mais ce n'est pas un cas particulier, c'est l'essence même de la vengeance que d'être subjective, disproportionnée et donc contraire à la justice. C'est terminé pour aujourd'hui, merci d'avoir écouté Geekosophie Magazine. Pour plus de philosophie sur l'attaque des titans, je vous invite à aller écouter l'épisode de Noël en compagnie du professeur Majax, qui travaille sur l'attaque des titans depuis plusieurs années. N'oubliez pas de mettre 5 étoiles si vous êtes sur Apple Podcast et un pouce bleu si vous êtes sur YouTube. Je vous souhaite à tous une très bonne journée et à bientôt sur Geekosophie Magazine.